L'actualité à contre-courant. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. Notre entrevue aujourd'hui, c'est avec Daniel Benson, qui est conférencier. Daniel, d'abord, bonjour Daniel. Bonjour. Intervenant social aussi. Oui, exact. Et quand il avait 19 ans, il a été condamné prison à vie pour le meurtre du conjoint de sa mère à l'âge de 35 ans. Il a obtenu une libération conditionnelle, libre depuis 2001. Il a trouvé un sens en intervenant auprès d'hommes en difficulté. Oui. Merci d'être avec nous en studio. Ça me fait plaisir. On est dans l'ère justement où on parle de réinsertion sociale, où on parle de criminalité. Tout d'abord, racontez-nous votre histoire parce que il y a un contexte à ça, là. Oui, mais juste faire une petite parenthèse, on parle de réhabilitation sociale du 12 au 16 octobre. C'est la semaine de la réhabilitation sociale. On en reparlera. Oui, on y reviendra. Okay. Mais tout d'abord, plaçons quand même votre histoire pour ceux qui ne l'ont pas entendue quand vous étiez jeune. Moi, je dis que je viens d'une famille plate. Une famille plate, il ne se passe rien. Il n'y a pas de drogué, il n'y a pas d'alcoolique. C'est une famille ordinaire. Là. Une mère, contrairement à la père... famille d'Isabelle Perron. Là, ben, ça, je ne sais pas encore, mais on s'en reparlera après l'émission. Donc, un père, mère, j'avais une sœur plus jeune que moi, puis c'était une petite vie tranquille, là. Jamais de cris, jamais de... Puis un jour, mon père est arrivé à Fétivalis, il est parti. Il a rencontré une femme plus jeune, il nous a abandonnés. Et, mais vraiment d'un coup, là. Bon, il est arrivé, il a fait ses valises, il est parti. Wow. C'était fini comme ça. Et ma mère a été très affectée par ça. Puis vous savez, les enfants, il faut faire... C'est ce qu'on dit aux enfants quand on est un adulte, il faut faire attention parce que les enfants nous croient. Et pendant cette période-là, ben, je suis le garçon, je suis le plus vieux de la famille. Vous avez 9-10 ans. Mais j'ai 9 ans. Et là, on me dit, une de mes tantes me dit, ou une grand-mère, je me souviens plus, elle me dit, Daniel, t'es l'homme de la maison. Fait que quand on dit ça, un petit gars de 9 ans, là, il se monte le chest, puis c'est lui le boss, puis il va s'occuper de tout. Là. Donc, on me donne une responsabilité. Je ne peux pas assumer ça, c'est impossible. Donc, j'ai grandi avec cette idée-là dans la tête qui résonnait. Et ma mère a rencontré un conjoint. Ça s'est avéré un conjoint qui était violent. Donc, une relation que... moi, je me faisais réveiller la nuit par des cris, tout ça. Donc, c'était pas... Puis moi, je me sentais totalement impuissant là-dedans. Là. Ouais. Puis... j'ai essayé de demander de l'aide. Tu sais, la famille, tout ça. Puis, vous savez, les Québécois, moi, je dis que les Québécois, ils ont le syndrome du store qui ferme. Tu sais. On veut pas de problème, on va se mêler de ça, c'est pas de nos affaires. Donc, j'étais seul avec ça. Puis, mon année, à l'âge de 18 ans, je dis, OK, je vais régler ça, là, parce que la phrase résonne toujours dans ma tête. Là. Puis, moi, j'ai voulu souvent quitter ce foyer-là. Puis, je le faisais pas parce qu'il y avait cette phrase-là qui était dans la maison. J'avais une responsabilité. Oui. Ben, j'en avais pas, mais dans ma tête, j'en avais une. Donc, j'ai confronté cet homme-là. Malheureusement, je l'ai tué. Puis je me suis retrouvé c'est parce que vous vous êtes présenté devant cet homme-là avec une arme à feu. Oui. Je voulais lui faire peur. Je voulais que ça arrête. Puis, il m'avait dit, si tu continues à m'écœurer, c'est toi qui vas en manger une. Ne battras plus jamais personne. Wow. Et vous avez tiré. J'ai tiré. Le but au départ, c'était de lui faire peur, mais finalement... Mais je voulais que ça cesse. Je voulais arrêter. Donc, il y a d'autres moyens. Tu sais, la police, elle venait chez nous. Il y a eu tout. Tu sais, mais il n'y avait rien qui saisait ce cycle-là. Puis c'était pas de la violence là, quotidienne à tous les jours, là, mais elle était là. Ouais. Puis elle était constamment là. La peur de... Moi, j'avais pas d'amis. Parce que je savais jamais quand est-ce que la chicane éclaterait dans la maison. J'avais honte. Tu voulais que personne rentre chez vous. J'avais honte de ma famille. Je ne voulais pas que les gens sachent ça. C'est honteux. À 18 ans, vous prenez le chemin de la prison. Oui. Comment ça se passe pour vous à ce moment-là? Écoutez, moi, là, je me souviens quand j'ai été condamné à l'emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 25 ans de détention à faire. Déjà, juste quand on entend ça, c'est quoi la réaction? Ben, moi, on a 18 ans, puis là, le juge dit ça. Là. Ben, moi, j'ai fait un calcul mathématique. Je suis condamné à 25 ans, j'ai 18 ans. Je suis en dessous, là. On me condamne à aller en prison plus longtemps que ce que ma vie représente à mes yeux. Oui. Puis c'est impossible de se projeter dans 25 ans. On peut se projeter dans 6 mois, dans un an, minimum dans 5 ans, c'est une retraite, tout ça. Mais se projeter dans 25 ans, c'est impossible. Où on va être dans 25 ans, on ne sait pas. Moi, je vais être mort, là, on nage en 25 ans. Mais c'est impossible. Puis tu tombes dans un trou noir. Parce que tu t'en vas dans un milieu... Moi, je ne connaissais pas ça. Je n'étais pas un délinquant. Donc, j'avais aucune notion de ce que c'était une prison. Des relations entre des gens qui sont criminalisés. Il faut que tu t'adaptes tout. Mais là. comment ça se passe? Parce que là, vous avez 18 ans, vous venez pas du milieu du crime, vous n'êtes pas dans un réseau organisé. Vous communiquez comment? Est-ce que vous vous faites des amis? Comment vous interagissez à l'intérieur de la prison?
Écoutez, premièrement, moi, ils m'ont envoyé à Archambault, qui était le pénitencier, un des pénitenciers les plus violents au Canada à l'époque. Là. Il y avait une émeute, là, la plus sanglante du Canada en juillet. J'étais arrivé en octobre à l'établissement Archambault. T'observes, tu regardes. Moi, vous savez, je dis souvent que pour survivre à la prison, quand tu n'es pas un criminel, là, il y a 2 options. Il faut que tu sois fort, faire peur aux autres, ou il faut que tu sois assez intelligent pour passer à travers ces filets-là sans avoir trop de dommages. Puis c'est juste un jeu de relations? Oui, c'est un jeu de relations. Okay. Puis, vous savez, la prison, c'est un microcosme de la société. Hein. En prison, les gens qui vont à l'école, ils vont se tenir avec des gens qui vont à l'école. Les gens qui font du sport, Donc, c'est les mêmes relations humaines. Là. C'est tous des humains, sauf qu'on est enfermés ensemble, puis on n'a pas le choix de notre voisin, parce qu'on le voit tous les matins. Mais il faut apprendre à pas à vivre, mais à survivre dans ce milieu-là. Puis moi, j'ai été quand même... Je me trouve privilégié dans mon parcours parce qu'il y a des personnes, des fois, dans ta vie qui sont là, sur ta route, et qui te marquent, qui t'aident profondément. Moi, je me souviens, le premier agent de libération conditionnelle que j'ai eu, il s'appelle Jacques, et il était un peu plus vieux que moi, là. Et ce monsieur-là m'a permis, parce qu'il fallait le rencontrer une fois par mois, là, c'est la règle, et quand j'arrivais dans son bureau, je me sentais comme dans un espace de liberté où je pouvais exprimer ma souffrance. Puis il l'écoutait. Il me donnait pas de conseils, rien, mais il y avait ce lieu-là où je pouvais déverser la peur, la souffrance que je portais. C'était quoi cette souffrance-là? La peur de ne pas ressortir de là vivant, la peur de ne pas savoir de quoi il est fait le lendemain. Vous savez, une prison, là, le pire endroit dans une prison, c'est une cellule. Parce qu'on t'enferme seul dans une cellule. Mais le paradoxe, c'est aussi l'endroit le plus sécuritaire. Parce que quand tu es dans la cellule, la porte fermée, il n'y a pas de danger. Le danger, c'est quand la porte rouvre. Ah oui. Parce que là, t'es là. Puis moi, j'ai vu des gens se faire tuer pour 2,50 $. Là. C'est vrai. Tuer? Oui. Pour Souvent. 2,50 $. Ça fait que tu dis, OK, ma vie ne vaut pas grand-chose ici. Là, puis quand tu n'as jamais vu ça, là, quelqu'un se faire tuer, je me souviens, la première personne que j'ai vu se faire tuer, là, c'était avec une barre de fer. Ils ont donné un coup sur la tête. Il est tombé par terre, le crâne était ouvert, le cerveau était sorti. Quand tu as 20 ans et tu vois ça, là, tu dis, OK, je ne sortirai pas vivant d'ici. C'est impossible. Puis en prison, on dit souvent, quand on en parle, que bon, les criminels n'ont pas assez de conséquences, on n'est pas assez sévère. Vous répondriez quoi à ces gens-là? Vous savez, les gens qui disent ça, vous savez, la liberté, là, c'est cher, notre liberté, mais la liberté, ça n'existe pas. Parce que quand je vais quitter tantôt avec mon auto, là, il y a un feu de circulation là, en sortant du stationnement. Il faut que je le fasse. Ma liberté, elle s'arrête là. Puis, en prison, on te prive de ces petits moments-là où tu peux décider. Moi, j'ai été 7 ans à Archambault. Et pendant 7 ans, je pense que c'était le mardi, je mangeais du pâté chinois. Fait que tu sais 7 ans d'avance qu'est-ce que tu vas manger le mardi. Je pense pas qu'il y ait personne qui a ça dans sa... Je pense pas que... Pas très courant. Pas très courant. Puis, la prison, vous savez, c'est pas l'épaisseur d'un matelas qui fait une belle prison. C'est pas ça. C'est pas la télé. Ça, là, les gens qui disent ça, ils savent pas de quoi ils parlent. Parce que quand tu es pris dans un endroit et que tu n'as pas le contrôle, tu peux pas en sortir. C'est la pire punition qu'on peut faire à un être humain. Tu es coupé de ta famille, tu es coupé de tout le monde. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais ils ont fait des crimes. » Mais vous savez, il y a des systèmes dans le monde correctionnel qui sont beaucoup plus ouverts que le nôtre et qui sont beaucoup plus efficaces. Vous savez, moi, si je vous emmène, là, on s'en va à l'hôtel la soirée, je vous paye le Reine-Élisabeth, la suite royale, puis je vous emmène là. Puis là, je vous embarque là-dedans, puis là, Edgar va venir vous servir, puis Ginette va venir faire le ménage, là. Mais je pars avec la clé. D'ici 2 jours, vous allez gratter dans la porte pour sortir de là. Pourtant, c'est un endroit extrêmement confortable. Oui. Ça n'a pas rapport le confort. Le confort d'une prison, c'est de la foutaise, ça. C'est l'idée de pouvoir dire je suis obligé ou je peux m'en aller. C'est ce que vous dites, M. Benson, c'est que c'est tout là que ça se joue. C'est tout là que ça se joue. Ouais. Mais comment vous viviez aussi à l'intérieur de ces murs-là avec le fait que vous avez tué quelqu'un? Bien, ça, vous savez, là, c'est pas juste à l'intérieur des murs. Vous savez, ça fait longtemps là, que j'ai commandé là en 1982. Là. On s'entend que probablement que vous n'étiez pas né, Mme Perron. Ah, personne ne connaît mon âge. Il n'y a pas une journée depuis le 23 juin 1982 où je n'ai pas pensé à cet homme-là. Pas une journée de ma vie. Puis c'est toujours au même moment. C'est le matin, quand je me regarde dans le miroir.
dans le miroir, il y a Daniel, l'homme que je suis devenu aujourd'hui, puis l'homme que j'étais à l'époque, puis également Daniel le meurtrier. Puis ça... Ça changera pas. Ça changera pas. Ouais. C'est impossible. Vous savez, le pardon, là, moi, il y a des gens qui m'ont pardonné ce que j'ai fait. Là. Moi, je suis pas arrivé à ça encore. Puis je sais pas si un jour je vais y arriver. Parce que je vis avec ça. Puis, vous savez, là, la conséquence, l'agent de libération conditionnelle, les conditions, ça, c'est vraiment pas important. Parce que, moi, j'ai souvent la blague que je traîne un boulet virtuel. Il est toujours là. Je le sais ce que j'ai fait. Puis je vais toujours le savoir. Même si je pense que je fais quelque chose de positif aujourd'hui dans la vie, on en reparlera. Clairement, là. on va parler de ça, justement. Là. Mais je traîne ça quotidiennement. Puis vous savez, moi, si je sors sur la rue, puis quelqu'un commence à m'insulter, puis me traiter de meurtrier, je vais l'accepter. Ah oui. Parce que la personne a le droit de penser ça. Puis elle a raison. Je suis un meurtrier. Ouais. Il faut accepter ça. Puis tu sais, la journée où tu acceptes ça, tu acceptes ton passé, ce que tu étais, bien, ça t'aide à devenir quelqu'un d'autre. Restez avec nous, Daniel Benson. On va continuer de parler de cette expérience-là très unique. Merci d'être ici.